Bon, allez Mag, un effort. Cette fois-ci, c'est la bonne. Faut juste annoncer le nom des nominés, mais pas le gagnant cette fois-ci. Oui, c'est vrai, faut pas dire le nom du gagnant. Voilà, comme ça on garde la surprise. Oui, le dire avant, c'est vrai, c'est pas top. T'es prête? Ok. Allez. Bon, on y va? Action! Ok. Bonjour à tous, c'est l'heure du Grand Prix. Des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, un cerveau en 3D et des équations de maths que même moi j'arrive pas à faire. Voilà ce dont vont nous parler nos 3 nominés. Et je dirai pas le nom du gagnant, désolé. Et toc. Waouh, coupé, génial! J'étais bien? Oh mais super classe, Mag, t'as trop assuré. Fly me to the moon. Notre première candidate est bien chanceuse. Elle passe son temps dans les étoiles. Pas pour écouter Frank Sinatra, non, mais pour percer le secret des étoiles massives. À partir de 8 fois la masse de notre Soleil, nous avons un problème. Ces étoiles ne se forment plus dans les modèles. Donc on essaie de comprendre comment, alors qu'on les observe, on observe des objets très massifs, des étoiles jusqu'à 160 fois la masse du Soleil. Donc comment ces objets très massifs, justement, ont pu se former. Les caractéristiques de l'étoile massive ne facilitent pas les recherches d'Anisa Vagno. Peu nombreuses et avec une durée de vie très courte, les étoiles massives naissent dans un environnement si froid qu'elles ne peuvent être observées qu'au télescope à infrarouge. Des recherches difficiles, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors en fait, ces étoiles qui sont très rares ont un rôle fondamental dans les galaxies. Elles finissent leur vie en explosant en supernova, donc elles ont un impact dynamique très fort sur le milieu qui les a vues naître, qui est le milieu que l'on appelle interstellaire, le milieu entre les étoiles, mais également un gros impact chimique, puisque seules ces étoiles très massives sont capables de synthétiser les éléments lourds, plus lourds que le carbone, qui ont un rôle fondamental bien sûr dans l'apparition de la vie, et donc sans ces étoiles, nous ne serions pas là aujourd'hui. Les recherches d'Anisa Vagno lui ont permis d'accéder au Saint Graal. Oui, dans un domaine extrêmement concurrentiel, elle a obtenu l'accès au télescope ALMA, le plus puissant du monde. L'enjeu, c'est d'aller tracer l'histoire de la formation de l'univers, c'est-à-dire bon, le Big Bang s'est formé, mais ensuite les galaxies ont commencé à se former. Dans ces galaxies, on sait que des étoiles très massives se sont formées très tôt, et donc ça nous sert un peu finalement de chandelle pour retracer l'histoire de cet univers et l'histoire de la formation des galaxies et des premières étoiles les plus massives. Notre prochain candidat s'appelle Victor Girza. Et après avoir vérifié qu'il était bien installé, voilà, nous lui avons demandé quel était l'objet de ses recherches. Je dirige une équipe neurosciences théoriques et nous travaillons sur la modélisation du cerveau humain. En particulier, nous modélisons le cerveau comme un réseau. C'est une mathématique très particulière qui nous permet à mimiquer les signaux du cerveau d'un sujet ou d'un individu, de patient par exemple. Un de nos meilleures, le plus développées applications, c'est dans l'épilepsie. Mimiquer, c'est-à-dire reproduire à l'identique le cerveau du patient, mais aussi et surtout de l'activité cérébrale au moment de la crise. Un cerveau virtuel qui permet donc de simuler l'intervention chirurgicale, voire même de l'éviter. Notre technologie s'appelle cerveau virtuel. En utilisant cette technologie qui est traduite à ce moment dans un prototype de logiciel, on souhaite utiliser cette technologie de la future comme une aide de la prise de décision pour les cliniciens. Et là, le clinicien, directement dans le modèle spécifique pour le patient, le clinicien a une hypothèse. Et cette hypothèse, le clinicien peut tester. Et comme vous avez dit, peut-être c'est une intervention qui sera mise en place, qui sert à absolument rien. On peut tester ça en silico. Ces recherches in silico, c'est-à-dire effectuées grâce à des modèles informatiques, offrent une aide considérable à la neurochirurgie. Oui, mais il reste une étape cruciale, celle des essais cliniques prévus en janvier 2019. On a prévu à tester 400 patients et le cerveau virtuel va leur aider ou va aider les cliniciens à prendre la meilleure décision. Donc ça va prendre à peu près 4 ans. Et on travaille ensemble avec 12 centres de référence ici en France.
Ah, le doux bruit de la craie sur le tableau, le plaisir des équations hiéroglyphiques. Sauf que pour Alain Barra, ces équations n'ont rien de mystérieuse. Elles sont même au cœur de ses recherches. Je travaille sur la mesure et la caractérisation des réseaux temporels de contact entre personnes. Oh là, faisons une petite pause. Commençons par définir un réseau. C'est un simple objet mathématique composé de nœuds reliés entre eux. Ici, les aéroports de Marseille, Paris, New York et Sydney sont reliés entre eux par la circulation des passagers. Eh bien, Alain Barra est parti de là, oui, mais il est allé un peu plus loin. On s'est dit, c'est aussi intéressant, sur ce réseau de transport, il y a des choses qui voyagent. En particulier, il y a des épidémies, il y a des maladies qui sont transmises en fait, par les individus qui voyagent. Et à partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette nouvelle connaissance, ces nouvelles données, ces caractérisations des données, pour faire des petits modèles de propagation d'épidémies? Oui, mais pour passer à un grand modèle de propagation de l'épidémie, c'est-à-dire à l'échelle de la population mondiale, il fallait un moyen de recueillir des données. Autrement dit, trouver une machine capable de savoir quand et comment deux personnes pouvaient entrer en contact. Donc on a développé une petite infrastructure très légère, basée sur des petits badges de radiofréquence qui, s'ils sont suffisamment proches, en fait, peuvent communiquer, peuvent échanger des signaux, et ça garde cette information. Les données recueillies forment, bien entendu, des réseaux extrêmement complexes. Oui, mais ils ouvrent aussi de nouvelles voies pour comprendre et donc anticiper les phénomènes de contamination. Il y a des subtilités qui sont très mal prises en compte. En particulier, on n'est pas tous égaux devant la maladie. Il y a des gens qui vont l'attraper, une grippe, plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui vont propager une grippe plus facilement que d'autres. Donc, rajouter ça dans les modèles, par exemple, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Donc il y a beaucoup de théories encore à faire, même sur des points qui semblent évidents et très bien compris. Tout simplement, en fait, ils ne sont pas forcément très bien compris. Ils sont admis parce qu'on ne sait pas tellement faire mieux. Donc aller mesurer, continuer à mesurer, mesurer, ça permet de mieux comprendre ces choses-là. Ok, Béa, comme tu sais faire, une conclusion péchue, mais dans l'émotion, toujours l'émotion. Allez, action! Bon, alors bien sûr, avant de remettre le Grand Prix de la recherche départementale, on voulait dire merci. Merci à tous nos chercheurs qui, cette année encore, se sont bien creusés les méninges. Et comme dit le proverbe africain, qui cherche ce qu'il ne doit pas chercher finit par trouver ce qu'il ne cherchait pas.